Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du débrief, le format où on débrief avec un invité plus sérieusement un des sujets de l'actualité de la semaine ou du mois qu'on n'a pas abordé dans les épisodes de JSPC de façon sérieuse. Et dans cet épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir Alexandre Aoun, qui est spécialiste du Moyen-Orient, qui est journaliste et qui m'a fait le plaisir de répondre à un certain nombre de questions que j'avais envie de lui poser. On va parler du Liban, on va parler du Hezbollah, on va parler de l'Iran, on va parler d'Israël. Et c'est vrai que si l'aspect palestinien de ce conflit, de ces conflits, est plutôt médiatisé, la question autour des intérêts au Liban et en Iran est moins abordée médiatiquement. Et voilà pourquoi on a décidé d'en parler. Cet entretien a été enregistré par webcam, puisqu'on n'avait pas de possibilité de le faire physiquement. J'avoue ne pas être forcément extrêmement satisfait du rendu sonore final, mais je pense que c'est très largement écoutable, audible. Et étant donné la qualité du fond, je pense que c'est important de le diffuser. N'hésitez pas à vous abonner aux différents réseaux sociaux de mon invité, que vous trouverez en description de la vidéo, à suivre son actualité, à liker, à partager si vous avez aimé. Et je vous dis à dans pas longtemps pour le coup le gros débat sur Israël-Palestine qu'on a fait avec, on était 1, 2, 3, 4, 5, 6 et qui là est beaucoup plus long et un nouveau format pour le coup d'émission. Je vous souhaite un très bon épisode et je vous dis à très vite. Ciao. Donc, est-ce que notre invité, ça me fait très plaisir de le recevoir, pourrait se présenter aux auditeurs? Bonjour, du coup, je m'appelle Alexandre Aoun, je suis franco-libanais, reporter et analyste géopolitique du Moyen-Orient depuis maintenant, on va dire, 6-7 ans. Donc j'ai un peu cette double casquette à la fois, on va dire, universitaire en termes d'analyse, mais casquette de terrain, parce que j'ai bourlingué dans la région depuis maintenant une dizaine d'années, avec une zone de prédilection sur le Liban et la Syrie notamment. Il y a des gens qui sont jeunes dans le chat et qui ont donc peut-être pas connu, qui savent peut-être pas que c'est une suite. Mais est-ce que ce qui se passe en ce moment, c'est la suite de 2006 ou pas? Bah, en fait, ce qu'il faut comprendre, Et c'est peut-être par rappeler rapport. ce qui s'est passé en 2006. Oui, non, mais c'est pour ça que je vais faire un peu une petite contextualisation pour que les gens puissent comprendre un peu ce qui se passe actuellement au Liban. L'armée, israélienne et le Hezbollah se connaissent depuis maintenant, près de 40 ans. Ils s'affrontent depuis, la création du Hezbollah parce que pour juste se resituer, le Hezbollah est une création iranienne en réponse à l'intervention israélienne au Liban en 1982. Donc, à partir de ce moment-là, le Hezbollah va lutter contre l'occupation israélienne du sud Liban jusqu'à Beyrouth. Il faut savoir qu'à cette époque, l'armée israélienne avait amassé environ 100 000 soldats au Liban pour lutter contre les fédayines palestiniens de l'OLP, de l'Organisation de libération de Palestine, de Yasser Arafat. En 1982, Yasser Arafat est obligé de quitter Beyrouth pour Tunis. Et à ce moment-là, bah, il y a la création, il y a une sorte de passage de témoin, passage de flambeau dans la lutte contre Israël, du nationalisme palestinien à, on va dire, un schisme politique imposé par l'Iran avec la création du Hezbollah. Donc dans les années 80-90, ça va être plus une méthode assez erratique, une méthode un peu clandestine, milicienne, avec des voitures piégées, des attentats kamikazes contre les forces israéliennes. Il va avoir un harcèlement constant, quotidien contre les forces israéliennes au Liban et notamment au sud Liban pour pousser les forces israéliennes en dehors du Liban. Ce qui va donner lieu à la victoire du Hezbollah, victoire très connue en mai 2000 où ça va être le dernier soldat israélien va quitter le territoire libanais. À cette époque, donc, le Hezbollah est auréolé d'une grande victoire militaire et politique. Et il va avoir également le conflit de 2006, qui est assez similaire du conflit de 2024, dans le sens où, d'un point de vue militaire, l'armée israélienne va employer la stratégie du fort au faible. Donc, j'entends par là l'utilisation constante et quotidienne de l'aviation, où ils vont pillonner quotidiennement et méthodiquement toutes les infrastructures militaires du Hezbollah, que ce soit dans leurs fiefs principaux au Liban, donc au sud Liban, dans la Beka et au sud de Beyrouth, et même à Beyrouth même. C'est la volonté israélienne est vraiment de porter un coup fort à l'arsenal militaire du Hezbollah, comme en 2006,
sauf qu'en 2006, ils n'avaient pas forcément préparé, on va dire, leur opération terrestre, parce qu'ils ont lancé également, en parallèle de la campagne de bombardement contre les infrastructures du Hezbollah, ils ont lancé une opération terrestre où ils se sont totalement embourbés dans le sol libanais parce qu'ils ne connaissaient pas les ruelles, ils ne connaissaient pas les villages, ils ne connaissaient pas les moindres recoins et ils ne savaient pas tout simplement que le Hezbollah était maître de son terrain, connaissait parfaitement tout le cadastre du territoire libanais, toute la topographie, avec un nombre incalculable de tunnels. Et aujourd'hui, c'est un peu la similitude qu'on a aujourd'hui, à savoir le bombardement constant des infrastructures militaires du Hezbollah aux Mmh. quatre coins du pays, avec son lot notamment de victimes civiles, parce que on ne le note pas trop dans les médias français, mais les frappes israéliennes tuent un nombre incalculable de civils, poussent sur la route de l'exil plus d'1 500 000 Libanais sur une population de 5 millions, donc ce qui est énorme. Et également, donc, ces civils qui vont quitter les foyers de bombardement vont se réfugier dans la montagne libanaise ou dans la Syrie voisine. Du côté du Hezbollah, c'est une stratégie du fort au faible. Donc, à savoir qu'ils vont jouer avec leurs éléments. Ils n'ont pas d'aviation, mais ils ont ce qu'on appelle, ils sont, on va dire, très professionnalisés en termes de guérilla urbaine et ils disposent de plusieurs unités, plusieurs forces spéciales avec des noms, par exemple, les forces Al-Radwan, la force Aziz, la force Nasser, la force Badr. C'est plein d'unités qui ont leurs propres caractéristiques, avec leurs propres, comment dire, leurs propres missions, à savoir des opérations anti-chars, des opérations C'est plus de structuré que le Hamas? nettement plus, Ça a aucun nettement plus. rapport? OK. Nettement plus et il faut savoir que c'est vraiment il y a une professionnalisation du Hezbollah, du fait aussi du conflit en Syrie, parce que le Hezbollah est intervenu en Syrie dès 2013. Donc ils ont réussi à contrôler des pans entiers du territoire syrien, avec l'aide des Russes et des Iraniens et des forces syriennes, mais ils ont réussi à se professionnaliser. Mais ils Heu ont fait ça tout seuls ou genre via le CNED ou il y a eu des puissances occidentales qui leur ont, filé une petite formation quand même? Pas de l'Occident, c'est les pasdaran iraniens, donc l'armée extérieure de Téhéran qui a en partie aidé logistiquement, militairement pour la formation des cadres du Hezbollah dans les années 80 et ça s'est professionnalisé petit à petit. Comme je disais, c'est passé un peu d'une milice un peu clandestine avec pas trop d'organisation ou très peu à vraiment une armée quasi de métier. Aujourd'hui, c'est considéré comme la milice la plus puissante au monde, nettement plus armée et organisée que l'armée libanaise, par exemple. C'est devenu une puissance régionale et avant le conflit du 7 octobre, Hassan Nasrallah, donc l'ancien secrétaire général du Hezbollah, disait qu'ils étaient capables d'aligner 100 000 hommes. Selon certaines revues, il y avait 150 000 missiles. Ils ont des roquettes, des drones, des missiles de précision, des missiles balistiques qui proviennent soit d'Iran, soit c'est des fabrications artisanales, soit de Chine, de Corée, Corée du Nord ou de Russie. Donc, ils disposent vraiment d'un large spectre OK. au niveau de leur arsenal. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, si on entend les cadres du Hezbollah expliquer ce qui se passe à la frontière, parce qu'il y a il y a une incursion terrestre au Liban, c'est Mmh. limité pour l'instant à la zone limitrophe où les chars Merkava israéliens sont rentrés. Si on écoute le Hezbollah, il y a de nombreuses pertes israéliennes. Là, dernièrement, ils ont annoncé plus de 90 soldats tués en l'espace d'un mois et plus des centaines de blessés. Et si on écoute le narratif israélien, le Hezbollah a perdu 80% de ses capacités militaires. Donc, c'est toujours en temps de guerre, il y a vraiment une propagande, que ce soit des deux côtés. Donc, on ne va pas prendre pour argent comptant ni l'un ni l'autre. Et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le Hezbollah est affaibli du fait des coups de boutoir qu'ils ont subis dès l'attaque des beepers et des talkie-walkie du 17 ou 18 septembre où on sait que c'est principalement les hauts cadres du parti qui ont été visés. Et aujourd'hui, le pillonnage incessant affaiblit le Hezbollah, mais n'est en aucun cas vaincu sur le théâtre militaire. Mais justement, du point de vue de ce théâtre militaire, tu disais que la première fois, les mecs, ils sont un peu rentrés comme chez leur mère et qu'en fait, ils ont été un peu surpris que les mecs du coin connaissent les montagnes. Mais est-ce que là, du côté de l'état-major, israélien, ils ont révisé entre 2006-2024? Est-ce qu'ils ont l'intention de parce que tu as l'air de dire, voilà, pour l'instant, ils sont rentrés dans une zone pas trop ouf.
Est-ce que le rapport de force, parce que justement on disait est-ce que c'est un remake de 2006, au niveau du rapport de force militaire, est-ce que les autres ont révisé leur copie? Comment ça se passe en fait sur le terrain? En tout cas, il semble que les Israéliens aient retenu la leçon de 2006 parce que 2006 a vraiment mis fin au mythe de l'invincibilité de l'armée israélienne. Ok. C'était une milice qui avait tout simplement défait une armée Ouais. conventionnelle. C'est Donc, leur Vietnam à eux, quoi. Ils c'est sont ça. redescendus sur Terre. Ok. C'est ça. Et surtout qu'il y avait cette hantise un peu de reproduire un peu le fiasco de 2006. On sait pertinemment que, surtout qu'en termes, les Israéliens sacralisent la vie, alors que les combattants du Hezbollah, il y a cette forme de martyrologie chez les combattants, notamment chiites du Hezbollah, à savoir de mourir contre Israël. C'est un peu un destin, c'est un peu une manière de mourir au combat. Donc aujourd'hui, on voit que les Israéliens, l'incursion, en tout cas terrestre, est limitée. Limitée parce qu'ils ne veulent pas s'embourber, parce qu'ils savent pertinemment que plus ils vont avancer, plus ils vont avoir des difficultés. Donc c'est pour ça que le gros du travail, pour l'instant, là, depuis le 23 septembre, depuis qu'ils ont lancé leur campagne de bombardement, bah, elle se fait via l'aviation, Mm. majoritairement. Est-ce qu'aujourd'hui, Israël est en guerre contre le Liban ou est-ce qu'il est en guerre contre le Hezbollah? Bah, si on écoute Netanyahou, ils sont en guerre contre le Hezbollah. Et ils disent, ils demandent, ils exhortent les Libanais de se dissocier du Hezbollah et de condamner le Hezbollah. En fait, ils essayent de mettre en porte-à-faux la neutralité des Libanais. Ils essayent de mettre en porte-à-faux tous les Libanais et pour essayer finalement que le Liban, que le reste des Libanais s'oppose au Hezbollah. C'était un peu comme en 2006. C'était la volonté de mettre en porte-à-faux le gouvernement de l'époque de Fouad Signora, qui était de dire vous êtes neutre, bah, on va s'attaquer également aux infrastructures civiles du Liban pour vous mettre en porte-à-faux et pour vous finalement Bien faire le ouais, choix. c'est ça, vous Ouais. imposer, vous obliger de faire un choix. Le Hezbollah, il faut savoir que même s'ils sont financés, armés par l'Iran, ce sont des Libanais. C'est une composante libanaise, ils font partie intégrante du gouvernement libanais, ils ont des députés, ils ont des ministres. Il faut dissocier la branche politique de la branche militaire. La branche militaire, bah, c'est celle qui combat. La branche politique, c'est celle qui peut négocier, peut avoir des rendez-vous à l'extérieur du Liban, peut même parler avec la France, etc. etc. Je sais que d'un point de vue occidental, le Hezbollah est considéré comme une organisation terroriste parce qu'il y a eu des attentats qui ont été commis dans les années 80. Aujourd'hui, il y a seule la France en Occident, ou un des rares pays occidentaux à faire cette différence, c'est la France, parce que il y a la branche politique qu'il considère comme légale et il y a la branche militaire qu'il considère comme terroriste. Juste pour clarifier, du coup, cette distinction-là entre la branche politique et la branche militaire du Hezbollah, parce que sur CNews et sur BFM, on te dit le Hezbollah, c'est pas un truc du point de vue du droit international reconnu par tout le monde. Il y a des pays comme la France qui font cette distinction, mais il y a des pays qui la font pas. C'est vraiment purement du domaine de l'arbitraire de l'État de séparer les deux. C'est pas deux, il n'y a pas deux numéros sirettes. Il y a une branche politique, une branche militaire. Au départ, c'était la branche politique la branche militaire de base, parce que c'était suite à l'intervention israélienne en 1982. Et depuis, ils se sont politisés, nationalisés. Ils sont rentrés dans le Parlement libanais en 92 Ouais. et dans le gouvernement à partir de 2005. Mais c'est ça, c'est quand je te dis, il y a des pays qui considèrent que c'est deux trucs à part, mais il y a des pays pour qui il n'y a pas cette Oui. distinction. Ok, Ah oui, d'accord. totalement, totalement. Et il faut savoir que même les pays du Golfe, parce que eux, c'est vraiment dans une lutte de lutter contre l'influence iranienne, considèrent le Hezbollah comme organisation terroriste. Donc, c'est pas que l'Occident, mais sinon, la majeure partie des pays du monde ont des relations avec le Hezbollah. Par exemple, il y a des cadres du Hezbollah qui vont être envoyés notamment en Russie, qui peuvent être envoyés en Chine, qui peuvent être envoyés dans d'autres pays en Amérique du Sud, etc. etc. Donc, c'est vraiment, il faut dissocier ça. Ce n'est pas qu'une branche armée. Ok. Donc, du Et coup, autour du Hezbollah, juste pour non, compléter un peu, autour du Hezbollah, il y a plein d'entreprises, ils ont des filiales bancaires, ils ont des ah ouais, associations, des fast-food, d'accord, il y a tout en fait. Non, non, mais ils ont leur propre restaurant, ils ont leur propre centre de Ah ouais. sport, leur propre club de foot, leur propre club de basket. Non, mais il y Donc, a c'est le Hezbollah FC. pas le Hezbollah FC, mais il y a un club qui est affilié au Hezbollah.
il y a un club de basket qui est affilié au Hezbollah, et ce qui prouve bien que, en fait, le Hezbollah a profité de la faiblesse de l'État libanais Ouais. pour se constituer finalement une sorte d'État dans l'État en constituant leur propre organisation, leur propre système de finances, etc., etc. Donc, c'est vraiment un État dans l'État, mais aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Hezbollah est enraciné dans la conscience de centaines de milliers de chiites libanais, qui leur a permis tout simplement de sortir de la marginalité politique, sociale et économique qu'avaient connue les chiites depuis le début de l'histoire libanaise. Donc c'est pour ça que il faut savoir que le Hezbollah est très populaire au sein des couches chiites. Donc non, il faut savoir que là, pour revenir juste sur ta question, parce que sinon après avec toutes ces digressions, parfois je m'y perds, mais quand tu dis que est-ce que Israël est en guerre contre le Hezbollah ou est en guerre contre le Liban? Aujourd'hui, étant donné que le Hezbollah fait partie intégrante du Liban, que ce soit ses infrastructures économiques, par exemple, on sait qu'ils ont visé toute une filiale bancaire du Hezbollah dans le sud, dans la Beka et au Liban, et à Beyrouth. Ils visent également des infrastructures civiles libanaises. Quand ils visent Tyr, ils visent également le patrimoine historique libanais. Quand ils visent Baalbek, qui est reconnu par l'UNESCO, ils visent également l'histoire du Liban. Donc c'est pour ça que beaucoup de Libanais, et c'est vraiment divisé, hein, c'est vraiment, il y a une friction, je pense qu'on en parlera dans la suite, mais il y a beaucoup de Libanais qui pensent aussi qu'Israël a des visées sur le territoire libanais, indépendamment de sa lutte contre le Hezbollah. Qui affirme cela et au nom de quel argument certains affirment que Hezbollah, en gros, qu'il y ait Hezbollah ou pas, il y a quand même des visées territoriales. Donc, Bah, dans en fait, le conquête territoriale, j'entends sur le Liban. bah, en fait, il faut revenir un peu aux prémices même du sionisme politique Ah, il y a quasi un siècle. ça va Euh, faire plaisir. Bah, si vous voulez, mais en tout cas, je me base sur du factuel, c'est que il y avait des débats intellectuels au sein même des sionistes quand ils sont arrivés en terre de Palestine à partir de 1917, après le traité de Balfour, la déclaration de Balfour, à savoir de vouloir étendre le territoire d'Israël jusqu'au fleuve Litani. Le fleuve Litani, c'est un fleuve libanais au sud du Liban qui se trouve à 40 km de la frontière libanaise. Le but d'Israël, Israël ne s'en cache pas. C'est même pour ça qu'en 1978, ils avaient lancé une opération fleuve Litani, à savoir contrôler une partie du territoire libanais jusqu'à ce fleuve pour également pouvoir disposer de ses ressources halieutiques, de ses ressources hydrauliques, je veux dire. Parce que Israël n'est pas comment dire, n'est pas totalement indépendant d'un point de vue de ses ressources hydrauliques. C'est pour ça qu'ils ont également contrôlé et qu'ils militarisent le Golan syrien, qu'ils occupent militairement et qu'ils contrôlent. Et ils ont toujours eu cette volonté d'étendre leur visée territoriale sur le Liban. On sait très bien que dans les années 82, quand ils ont lancé leur opération, ils avaient comme but finalement de grappiller petit à petit le territoire libanais, de prendre possession de certains territoires. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a une discorde énergétique entre le Liban et Israël, parce que sur les côtes, au large des côtes israéliennes et libanaises, il y a à cheval un gros gisement gazier qui est important, un gaz offshore, où il y a une sorte de démarcation qui a été faite en novembre ou décembre 2020, il me semble. Et ils sont toujours en litige pour savoir qui va obtenir le plus de gaz, etc., etc. Donc, à savoir si cette guerre imposée au Hezbollah n'est pas aussi une manière pour Israël de grappiller et d'avoir des vues sur les ressources énergétiques, donc gazières, et sur les ressources hydrauliques avec le fleuve Litani. Il y a une question que je voulais te poser, mais je suis pas sûr qu'elle soit légale, donc j'espère que ta réponse le sera, ou que tu sauras me dire si c'est pas légal de te la poser. Mais du coup, mouvement terroriste ou pas le Hezbollah? Bah, ça dépend d'où tu te situes. Non, parce qu'en fait, j'avais vu Non, aussi des gens non, dire mais en fait, oui, il y a eu un attentat du Hezbollah contre des soldats français en 82, et je voyais plein de gens répondre 83, 83. 83, c'est faux, le Hezbollah n'existait pas encore.
On va recontextualiser un peu par rapport à cet attentat du Drakkar et contre l'ambassade américaine et contre la base des GI américains la même année en 1983. Il faut savoir que c'est au début de la création du Hezbollah. Le Hezbollah est totalement un mouvement erratique à ce moment-là, un peu dispersé, pas mal de loups solitaires. Ils n'ont pas vraiment une vraie structure organisationnelle. Et c'est au même moment où il y a la guerre Iran-Irak, à savoir l'Iran est en guerre contre l'Irak de Saddam Hussein, et Saddam Hussein est armé, financé par l'Occident, et notamment par la France et les États-Unis. Donc c'était une manière de se dire, on va porter atteinte aux intérêts français et américains au Liban, parce que c'est là où ils sont présents au Moyen-Orient massivement, et en faisant exploser une base où il y a eu l'attentat de Drakkar et l'attentat contre la base américaine des GI. Il y a eu après des attentats également commis à la rue de Rennes et la rue des Rosiers dans les années 80. Mais aujourd'hui, il faut savoir que le Hezbollah n'est plus dans cette logique, on va dire, de s'immiscer dans les affaires de pays étrangers. Aujourd'hui, c'est vraiment une lutte, on va dire, islamo-nationaliste, si je puis dire, au Liban. Donc, tout dépend d'où on va regarder, par quelles lunettes on va regarder le Hezbollah. Si on regarde d'un point de vue américain ou occidental, on va se dire c'est un gouvernement, un parti terroriste financé par l'Iran, financé par l'argent de la drogue, financé par différentes casquettes, notamment en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud, ce qui est également factuel. Ou si on va se situer d'un point de vue, par exemple, iranien, irakien, syrien, ou même du point de vue populaire arabe, de la rue arabe, ça va être un mouvement résistant de lutte contre l'occupation israélienne. Donc, en fait, tout va dépendre. Et comme je te l'ai dit, il parle aussi bien aux Russes, aux Chinois, à certains gouvernements africains grâce à la diaspora libanaise ou à certains gouvernements en Amérique du Sud grâce à la diaspora syro-libanaise. Donc, tout dépend de d'où on va se situer. Juste par rapport à cette histoire d'attentat de 83 où les gens disent non, mais ça n'existait pas encore. J'ai pas compris. C'est le Hezbollah ou c'est pas le Hezbollah? Bah, en fait, le Hezbollah nie, et en fait, c'était ce qu'ils appelaient à cette époque le djihad islamique qui avait commis cet attentat, sauf que bah, on peut retrouver des liens avec les futurs cadres du Hezbollah dans les années qui ont suivi. Mais l'Iran et le Hezbollah nient catégoriquement être derrière ces attentats. Ils ont perdu Nasrallah. C'est quoi? C'est un gros, gros, gros coup sur la gueule du mouvement. C'est quoi l'après Nasrallah pour le Hezbollah? Bah, c'est un énorme coup pour le mouvement. Même, il faut savoir qu'au sein même de la base militante du Hezbollah, il y a certains membres qui disent mais c'est faux, ça s'est pas passé, c'est Ah pas merde. possible. Ils ont des C'est complotistes aussi qui disent qu'il est en non, Antarctique avec des aliens et qui va bien. non, non, dans le sens où parce que c'est tellement une figure prophétique Ouais. où c'était l'image, l'incarnation d'un homme qui ne pouvait pas être tué parce que ça faisait 32 ans qu'il était à la tête du mouvement depuis 1992. Il a réussi à vraiment imposer sa patte au mouvement. Il a imposé son discours, sa philosophie, son combat face à Israël. Il a été auréolé de la victoire en 2000 lorsque les troupes israéliennes ont quitté le Liban. Et en 2006, lorsqu'ils ont réussi à porter un gros coup à l'armée israélienne, et ce qu'il appelait à cette époque de victoire divine, il faut savoir que Hassan Nasrallah, c'était, je pense, l'un des dirigeants les plus écoutés du monde arabe et de la région. Ses discours étaient écoutés, analysés, chaque mot était étudié, chaque virgule pour savoir, les Israéliens l'écoutaient sans cesse. Et ça faisait depuis 32 ans qu'il parlait quasi de manière mensuelle, tous les mois, ou si ce n'est toutes les 2 semaines, là, avec ce qui se passait. Donc, vraiment, c'est une figure ultra importante. Donc, c'est une grosse, grosse perte pour le Hezbollah. À savoir si le Hezbollah va survivre à l'après Nasrallah, je pense que oui, parce que Hassan Nasrallah le savait au fond de lui qu'il y avait une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Son prédécesseur avait été tué lui-même par une attaque israélienne en 1992. C'est pas des carrières longues. Bah, il faut voir son supposé successeur qui s'appelait Hachem Safieddine est mort 2 semaines après. Il est mort en début octobre parce qu'il était pressenti pour reprendre les rênes du pouvoir. Aujourd'hui, là, en début de semaine, il y a eu l'élection
de Naïm Kassem, qui est le numéro 2 historique du mouvement, qui a accompagné Nasrallah depuis ses débuts. Donc il est vraiment, comment dire, il est vraiment dans cette même vague que Nasrallah, même leader, assez âgé. Il a fait ses premières armes dès le début des années 80 au sein du Hezbollah. Il est également partisan de cette certaine verticalité vis-à-vis de l'Iran, donc à savoir ce rapport tutélaire vis-à-vis de l'Iran, où on rend des comptes, on va dire, à l'ayatollah Ali Khamenei. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est de savoir si le Hezbollah, on va reprendre le débat qui était en interne au début des années 80, débat intellectuel au sein du Hezbollah, à savoir quelle va être la relation avec l'Iran. Si ça va être une relation de, comme j'ai dit, un peu tutélaire, où l'Iran impose ses vues, impose son agenda politique, ou s'il va y avoir juste une sorte d'alliance militaire, financière avec l'Iran. C'était un peu le débat qui était au début des années 80 pour savoir quelle allait être la ligne directrice du Hezbollah. Aujourd'hui, il y a pas mal d'analyses qui disent que en ayant coupé la tête du Hezbollah, on peut revenir à une forme de radicalité encore plus extrême au sein du Hezbollah, sachant que Hassan Nasrallah, qu'on le veuille ou non, était partisan d'un dialogue, était une figure, on va dire, assez pragmatique sur certains points, que ce soit au Liban ou d'un point de vue de la politique extérieure. Donc, couper la tête voudrait dire qu'il y a une base qui se retrouve un peu abandonnée, isolée, orpheline. Donc, comment cette base va agir et surtout, comment vont agir les ennemis de l'intérieur au Liban. On en reparlera, je pense, mais les ennemis du Hezbollah, que ce soit en interne ou en externe, ont tout intérêt aujourd'hui à imposer, on va dire, des directives au Hezbollah pour qu'il reste dans l'échiquier politique libanais ou qui, tout simplement, qui rentrent dans les clous des partis traditionnels libanais. Donc c'est toute la question, parce qu'en plus en temps de guerre, il y a ce repli communautaire qui est déjà ultra important au Liban, parce que c'est un pays qui est régi par une constitution qui est très communautaire de base. Et en plus, là, en temps de guerre, il va y avoir peut-être cette volonté d'anciens partis de vouloir se venger de l'hégémonie du Hezbollah en se disant il est à terre, donc profitons-en. Bah, justement, on va en parler plus tard, parlons-en maintenant. Justement, c'est quoi ces autres forces politiques qui peuvent maintenant rentrer en concurrence avec le Hezbollah au Liban? Parce que justement, si on sort du bouchisme mental qu'on nous vend sur les plateaux, il y a démocratie moins Hezbollah égale, si on enlève le Hezbollah, bon, bah, démocratie. Mais en fait, non, c'est plus compliqué que ça. C'est une multitude de forces politiques qui, à un instant T où le pouvoir est déstabilisé, peuvent être en position de force de prendre le pouvoir. Donc, c'est quoi les autres factions politiques libanaises qui peuvent avoir des crédibles raisons de penser qu'elles pourraient remplacer en termes d'importance le Hezbollah au sein de la société libanaise? Bah, pas le remplacer en tant que tel, mais en tout cas essayer de l'affaiblir et de faire en sorte que le Hezbollah devienne un parti comme un autre et qu'il, par exemple, rende les armes. Mais je pense que c'est la question, on risque d'en parler par rapport aux différents partis chrétiens qui, notamment, il y a une opposition avec les forces libanaises, de Sami Jarjar, ou les Kataeb de Sami Gemayel, qui, eux, ont tout intérêt à ce que le Hezbollah soit affaibli, parce que finalement, c'est un peu manichéen au Liban, mais il y a d'un côté une partie de la population qui est pro Hezbollah et d'un autre côté une partie qui est anti. En termes de pourcentage, on pourrait parler de 50-50 ou 60-40, 60 contre, 40 pour. C'est assez variable. Aujourd'hui, en temps de guerre, il y a quand même beaucoup de critiques contre le Hezbollah qui émanent notamment de ces deux partis chrétiens qui sont pas mal représentés en Occident. On les voit notamment sur les plateaux télé. Malheureusement, ils ne représentent pas le Libanais en tant que tel dans son ensemble, mais ils représentent un courant politique qui n'est pas non plus majoritaire au Liban. Donc, ils ont tout intérêt à ce que le Hezbollah dépose les armes, parce que c'est leur volonté depuis plusieurs années, depuis 2 décennies, à savoir que le Hezbollah rende les armes, comme c'était le cas des autres milices après la fin de la guerre civile libanaise en 1989 avec les accords de Taïf.
toutes les milices avaient à ce moment-là déposé leurs armes. Les Libanais, les chrétiens libanais aujourd'hui ne représentent en aucun cas la majorité des Libanais. Le dernier recensement date de 1932 au Liban. En 1932, il y avait 50,8% de chrétiens au Liban. Aujourd'hui, selon des organismes privés, des associations, des ONG, il serait au nombre de 25%. Donc un quart de la population. Les Libanais chrétiens ne sont pas du tout un bloc homogène. Il y a différents partis, il y a le courant patriotique libre qui avait une alliance très forte avec le Hezbollah, mais aujourd'hui ça commence à se tendre. Il y a le parti des Marada de Slimane Frangieh qui est lui, on va dire un peu la coqueluche du Hezbollah. Il y a également le PSNS, le Parti socialiste nationaliste syrien, qui lui a plutôt une volonté régionaliste, à savoir l'imposition d'une grande Syrie, et eux sont pour le coup très très pro-Hezbollah. Donc on peut pas, ça serait limité de dire, je sais qu'en Occident on aime bien dire que les chrétiens libanais sont contre le Hezbollah, mais c'est totalement faux. Il y a, je pense, 50-50. Aujourd'hui, en temps de guerre, automatiquement, il y a des voix qui sont nettement plus critiques vis-à-vis du Hezbollah parce que c'est un conflit qu'ils ne souhaitaient pas, mais il y a une forme aussi, il faut le dire, de nationalisme aussi, de se dire bah, ils frappent le territoire libanais, donc nous ne pouvons que être pour contre l'occupant, contre celui qui nous bombarde, bien qu'il bombarde le Hezbollah majoritairement. Donc non, l'opposition est assez, et même l'opposition est divisée, l'opposition est assez fracturée, elle est assez proche, notamment, elle est sur cette ligne, on va dire, assez pro-occidental ou pro-pays du Golfe, notamment Arabie Saoudite et Émirats Arabes Unis, sans le dire, notamment l'opposition chrétienne, comme je l'ai expliqué, donc des forces libanaises ou des Kataeb, sans le dire, ils seraient partisans d'une pacification de leur rapport avec Israël. Mais ils ne le disent pas ouvertement parce qu'ils savent très bien que aujourd'hui, c'est impossible de le dire, mais dans le fond, ils aimeraient être raccordés, on va dire, aux accords d'Abraham de 2020 qui avaient vu la normalisation de certains pays arabes avec l'État hébreu. Autre question que je voulais te poser, c'est la question sur les réactions à l'international et comment est-ce que les différents pays se positionnent sur ce conflit-là. Et j'aimerais particulièrement qu'on ait un éclairage, s'il est possible de le faire, sur la position de notre président à laquelle je n'ai rien compris. Donc, est-ce que c'est ton cas aussi? Je ne sais pas, ça a un sens, ça n'a pas de sens il est aux fraises, il ne sait pas ce qu'il raconte. Et puis surtout, bah voilà, est-ce que les pays occidentaux sont divisés là-dessus? Est-ce qu'il y a un soutien massif vers un camp ou vers l'autre je vais un peu diviser la réponse. D'abord, il faut savoir que vis-à-vis des pays arabes, il y a un silence assez complice, parce qu'il faut savoir que vis-à-vis des dirigeants, le Hezbollah n'est pas en odeur de sainteté. Comme je disais, c'est reconnu comme une organisation terroriste par les pays du Golfe. Les pays vont déplorer, condamner les bombardements israéliens sur des zones civiles, sur des infrastructures, etc. Mais ça ne va pas aller au-delà. Ils savent pertinemment que ça serve leurs intérêts d'affaiblir le Hezbollah. Parce que affaiblir le Hezbollah, c'est affaiblir l'influence iranienne au Liban, parce que les pays du Golfe sont un peu sortis du jeu libanais depuis quelques décennies, parce qu'ils avaient vu totalement le Hezbollah omniprésent et omnipotent au Liban. Donc, passons les pays arabes qui, finalement, c'est comme à l'image de Gaza, ça déplore, ça condamne, mais ça ne fait pas grand-chose d'autre. Pour la communauté internationale, il faut savoir que la Chine, la Russie soutiennent le Liban, condamnent également les exactions, les bombardements, les raids israéliens, mais c'est dans une logique également un peu sous-jacente de critiquer l'hégémonie américaine vacillante dans la région. Parce que qui dit Israël dit automatiquement alliance avec les Israéliens, et en même temps ça permet aux Russes, bon l'an mal an, de ne pas mettre les projecteurs sur ce qui se passe en Ukraine, sur des probables bombardements, etc. etc. Donc c'est dans cette logique-là que les Russes, même s'ils ont été historiquement pro-palestiniens, notamment avec l'Union soviétique, ils vont pas agir non plus, même ils vont juste soutenir les résolutions onusiennes qui condamnent Israël. D'un point de vue occidentaux, aujourd'hui c'est un peu
on sent que le soutien à Israël s'effrite parce qu'on voit les bombardements, on voit les crimes qui sont imposés, les nombre de morts au Liban, le nombre qui augmente, les infrastructures civiles qui sont ciblées, etc., les secouristes qui sont visés, les journalistes qui sont visés, etc., etc., les membres de la FINUL, de la mission onusienne présente au Liban. Donc tout ça fait que ils sont un peu mis en porte-à-faux, ils condamnent, ils déplorent également, ils appellent à la retenue, ils appellent à la désescalade. Mais aujourd'hui, ce ne sont que des mots. On voit bien que Israël s'en fout un peu, même pas un peu, beaucoup des résolutions onusiennes. Antonio Guterres, le secrétaire général, est persona non grata en Israël même, donc ce qui prouve bien que les résolutions de l'ONU, ils s'en fichent un peu. La France essaye de tirer un peu de montrer un peu son attachement au Liban parce qu'il y a une histoire commune depuis, on peut remonter à Saint-Louis, mais également par Ouais. rapport au mandat. Ils essayent de tirer son épingle Mmh. du jeu parce qu'aujourd'hui, la France la semaine dernière, a organisé une conférence Mmh. pour le Liban. Une conférence pour soutenir le Liban économiquement et notamment les associations humanitaires. Mais aujourd'hui, en fait, c'est un peu mettre la merde sous le tapis parce que euh, ok, il y a eu un don qui a été débloqué d'1 milliard de dollars, 800 millions pour les organisations humanitaires, 200 millions pour l'armée libanaise. Mais en fait, sans solution politique, ça servira à rien. Ces dons vont permettre de reconstruire quelque chose qui risque d'être redétruit peut-être 2 semaines après Mmh. ou un mois après. Donc, on voit un peu Macron aujourd'hui qui tape un peu plus du poing sur la table vis-à-vis de Netanyahou, alors que dès les premières semaines, c'était vraiment si ce n'est après les États-Unis, c'était l'allié inconditionnel d'Israël. Il avait même proposé une coalition anti-Hamas. Ouais, Benjamin Netanyahou lui avait dit calme-toi, Jeannot, on peut pas suivre. Ouais, non. Oui, apparemment, selon certains médias, cette proposition avait été proposée par BHL en Ah personne. ouais? Donc, ce qui est assez drôle pour te dire à quel point Macron était mal conseillé à ce moment-là. Ouais. Donc Mais on non, est Macron, rassuré, il l'a remplacé par Bellatar, ça devrait bien se passer. ouais. Mais bon, bref. Mais oui, pour revenir sur le positionnement de la France vis-à-vis du Liban, ils sont un peu. Aujourd'hui, ils parlent à tout le monde. La France parle aussi bien au Hezbollah. Là, on en parlait en disant qu'il y a une branche politique et une branche militaire. La France parle à la branche politique. Ils ont des contacts réguliers. C'est pour ça que c'est une forme de pragmatisme de garder un lien, un canal de communication avec le Hezbollah qui fait partie intégrante du Liban et même du Ouais. Liban d'après-guerre. C'est un peu Donc, la vieille tradition diplomatique française, dont on coupe pas les liens, mais bon, vu qu'en même temps ils sont complètement soumis, ça donne un truc un peu ridicule, quoi. bah oui, parce qu'en plus, il y a la France a voulu conjointement avec les États-Unis imposer un cessez-le-feu au Liban, une proposition qui date de fin septembre, mais sauf que ça a été rejeté catégoriquement par les Israéliens. Donc bon, que ça émane de la France, d'autres pays ou des États-Unis, les Israéliens, ils en ont rien à faire. Ils continuent, ils ont leurs objectifs militaires à atteindre. Et qu'importe les résolutions, même si Macron hausse le ton, aujourd'hui, on n'a plus vraiment les moyens de nos ambitions. Tu dis ils s'en battent les couilles. Pour toi, c'est quoi les pays qui pourraient raisonner Israël? Ou qui Bah, pourraient parler avec lui sans se faire envoyer chier mais même pour te dire, les États-Unis ont du mal. Biden, il y a un livre qui est sorti d'un journaliste américain qui disait que les relations étaient exécrables entre Biden et Benjamin Netanyahu. Parce que Benjamin Netanyahu arrêtait pas de la mettre à l'envers à Joe Biden en disant oui, nous voulons un Hey, cessez-le-feu. tu arrêtes de faire ça, d'escroquer des personnes âgées. C'est vraiment non, c'est ignoble, quoi. Donc non, Harry Potter, ça me révulse. Mais donc oui, non, ah oui, il est pas oui, apprécié par, l'administration Biden, en fait, ah, Netanyahou. pas du tout, on en reparlera après, mais pas du tout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a aucune. En tout cas, si ça se cantonne à des discours, à des communiqués, mais les Israéliens s'en foutent littéralement. Donc, tant qu'il n'y Mmh. aura pas de pression faite sur la vente d'armes, sur des embargos, etc., Faut il n'y aura rappeler aucun Bruno Le problème. Maire, hein, il veut les mettre à genoux Oui, économiquement. c'est ça. C'est Voilà. ça. Ah bah, l'idée était pas mauvaise, c'est juste qu'il en avait pas les moyens. Mais donc du coup, il y a des pays qui, pour toi, pourraient réussir ou pas à faire, où Israël n'écoute personne?
Bah, aujourd'hui, Israël n'écoute personne. On le voit à l'ONU, les résolutions de l'ONU ne sont pas du tout appliquées. De toute manière, il y a ils Mmh. jouissent d'une certaine impunité. Il y a le veto américain qui est, imposé, dès que ça va à l'encontre des intérêts israéliens, et même quand les Américains tentent, tant bien que mal, d'imposer une sorte de cessez-le-feu pour, finalement montrer qu'ils sont, assez humanistes, et parce qu'il y a les élections présidentielles dans pas longtemps, bah, ils écoutent Mmh. pas. Il est au RTT, Bachar el-Assad, il se passe quoi? Bah, il est Pourquoi on l'entend pas cette fois-ci? Qu'est-ce qui se passe? Il va bien? On n'a pas de nouvelles ou non, mais je suis surpris parce que tu as beaucoup mentionné la Syrie, les liens. Et pourquoi il y a pas de Bachar el-Assad? bah, c'est un peu le Il est malade? Faut s'inquiéter? bah, on se pose la question, et je pense que même les membres du Hezbollah se posent la question, parce qu'il y a une alliance qui était, importante entre le Hezbollah et la Syrie de Bachar el-Assad depuis très longtemps. Même quand il y avait la tutelle syrienne sur le Liban, il y avait des liens entre le Hezbollah et la Syrie d'Hafez el-Assad, après de Bachar el-Assad. Et le Hezbollah a aidé militairement, la Syrie de Bachar el-Assad à lutter, contre, l'opposition syrienne, l'opposition djihadiste, etc. etc. Sauf qu'aujourd'hui, depuis le conflit du 7 octobre, ce qui concerne principalement Gaza, donc Bachar el-Assad a d'autres liens avec le Hamas qu'il n'a avec le Hezbollah. Les liens avec le Hezbollah sont pourtant bons, ont des bons rapports, mais aujourd'hui, il est aux abonnés absents. Apparemment, Israël aurait fait passer certains messages de dire que s'ils ouvraient un nouveau front, donc contre le Golan syrien, donc si on peut voir, si nos auditeurs peuvent voir sur une carte, entre le front de Gaza, le front du nord, au Liban, à la frontière israélo-libanaise, et également sur le Golan syrien. Donc les Israéliens ont fait passer un message en disant, en gros, on peut tuer Bachar al-Assad si on veut. C'était une manière, une pression de dire, restez calme, sinon on sait très bien, où vous visez. Aujourd'hui, on sait pertinemment que chaque semaine, il y a des frappes israéliennes sur le territoire syrien qui visent des entrepôts d'armes, des casernes du Hezbollah, des casernes des gardiens de la révolution iranienne, dans cette volonté d'empêcher tout simplement l'acheminement des armes iraniennes à disposition, du Hezbollah libanais. Il faut savoir aussi que l'aviation israélienne a frappé les postes frontières, libano-syriens, pour couper les routes, parce que parfois les armes viennent par voie terrestre. OK. Si c'est un corridor terrestre qui provient de l'Iran, qui passe par l'Irak, la Syrie, et après ça stationne en Syrie. Il y a certaines bases, il y a de nombreuses bases du Hezbollah en Syrie depuis 2013. Ils ont réussi à s'implanter, mais aujourd'hui Israël vraiment est dans une logique de rouleau compresseur contre les bases du Hezbollah en Syrie, contre les bases iraniennes. Et on le sait que dernièrement, même la résidence personnelle de Maher al-Assad, donc le frère de Bachar al-Assad, qui est proche des Iraniens, a été visée. Un message à peine voilé pour dire tout simplement, à Bachar al-Assad, en gros, on sait que vous avez une alliance avec l'Iran, mais que cette alliance reste, on va dire, discrète. Que vous rentriez pas dans la danse un peu, en armant, en finançant ou en lançant, Mmh. parce que l'armée syrienne pourrait très bien se dire, nous allons aider le Hezbollah parce que le Hezbollah nous a aidés. Mais, il y a quand même une réaction. Tu dis, il y a beaucoup de frappes, il y a même des frappes sur le territoire syrien. Il y a quand même une réaction politique du gouvernement de Syrie. Enfin, Oui, ils envoient au moins un Bruno Le Maire local dire, «Nous condamnons fermement», bah, il y a des communiqués du MAE syrien, du ministère des Affaires OK. étrangères, qui va dire: «Nous condamnons l'agression sioniste, nous Ah, condamnons l'agression israélienne qui a frappé». Après, ils vont dire qu'il y a eu tant de morts ou tant de blessés, et cetera, mais il y a OK. aucune réaction. Et il faut savoir aussi que, Bruno Le Maire isole, les pauvres. Bachar el-Assad, en fait, la logique un peu syrienne vis-à-vis d'Israël, c'est un peu ni guerre ni paix. Depuis 2000, depuis les années 90, il y a des négociations qui sont en cours, pour essayer, pourquoi pas, de pacifier les relations entre Israël et la Syrie en contrepartie du Golan. Mais sauf qu'aujourd'hui, on le voit bien, le Golan est totalement colonisé, militarisé par Israël, et Israël n'est pas du tout prêt à vendre ce territoire. C'était un peu
terre contre paix. C'était la logique israélienne des années 80, comme ils ont rendu le Sinaï à l'Égypte en contrepartie d'une paix avec l'Égypte. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus du tout le même cas parce que Bachar al-Assad reste dans ce front du refus. Donc ce front du refus refuser donc la normalisation avec l'État hébreu, mais n'est pas pour autant acteur. Hmm. Il est aujourd'hui spectateur de ce qui se passe. Donc du coup, de la même façon que je t'ai posé quelques questions sur le Liban, j'aimerais bien te poser quelques questions sur l'Iran. Donc du coup, il y a cet autre conflit entre Israël et l'Iran, des attaques directes de l'Iran, mais aussi un soutien de l'Iran au Hamas. Pourquoi est-ce que l'Iran soutient le Hamas? Je suis peut-être un peu trop gaulliste, mais les amis en politique, j'y crois pas. Donc, est-ce que c'est intéressé? Est-ce que c'est vraiment un truc au nom de la Houma ou de la cause arabe face à l'occupationniste? Est-ce que c'est vraiment, c'est vraiment l'expression d'une sorte de solidarité de groupe ressentie ou c'est un calcul politique de la part de l'Iran? Il faut savoir que le Hamas n'est pas une création iranienne, contrairement au Hezbollah. Le Hamas est une création palestinienne. Au départ, c'est un mouvement assez, comment dire, quiétiste, religieux, avec des mouvements assez culturels, avec des écoles, des madrasas, etc. Et petit à petit, ils sont rentrés dans cette lutte armée à partir de 1987, avec la première intifada, création du Hamas. À cette époque, le Hamas a commencé à s'armer, à se militariser, et l'Iran a vu en fait d'un bon œil l'arrivée d'un acteur, on va dire, islamiste nationaliste, frériste, parce qu'il faut savoir qu'ils sont d'obédience des frères musulmans, si on voit la racine du Hamas. L'Iran voyait d'un bon œil, donc ils ont commencé à ouvrir un bureau dans les années 90, à recevoir des cadres du Hamas, à être en lien. Et pour l'Iran, c'était une manière de se dire, nous rentrons dans le jeu de ce conflit israélo-arabe et essayer d'avoir une certaine popularité aussi vis-à-vis du monde arabe, parce qu'il faut savoir que l'Iran est perse, l'Iran est chiite, donc il y avait déjà cette dualité qui faisait que l'Iran n'avait rien à voir avec ce conflit israélo-arabe. Et après la révolution islamique iranienne en 1979, l'Iran a voulu tout simplement gagner en popularité, sortir de cette marginalisation, de son isolement, et avoir ce qu'on appelle le passeport palestinien. Donc, en ayant le passeport palestinien, ça lui permettait de gagner en popularité, en sympathie vis-à-vis de la rue arabe sunnite et non chiite. Donc, ce qui permettait à l'Iran oui, d'un point de vue de la rue arabe, d'être un peu plus populaire. Donc, l'Iran a armé et financé le Hamas pendant un certain temps. Ils se sont brouillés à partir du conflit syrien, parce qu'il faut savoir que le Hamas avait pris fait et cause pour la révolution syrienne et avait même, comment dire, envoyé certains conseillers auprès de certains djihadistes à la frontière syro-libanaise, notamment à la bataille de Koussaïr, qui a vu s'opposer le Hezbollah au Hamas. Donc c'est vraiment cette logique un peu d'alliance. C'est un peu une alliance en dents de scie, quoi. Donc pendant près de, je dirais, quelques années, l'Iran s'est brouillé et a coupé un peu les vivres du Hamas. Et au Hamas, il y avait deux branches. Il y avait une branche très pro-Qatari, très pro-turc, donc un peu anti-Bachar al-Assad sur le dossier syrien, et une branche plutôt pro-iranienne en se disant on ne peut pas se mettre à dos l'Iran qui est un de nos principaux bailleurs. Donc l'Iran a continué à être, on va dire, une fois que le Hamas est rentré un peu dans les clous, a réussi à se rabibocher avec la Syrie, avec l'Iran, avec le Hezbollah, l'Iran savait pertinemment que le Hamas faisait partie d'une de ces cartes à jouer. Ils ont joué cette carte vis-à-vis d'Israël, mais sans pour autant agir directement. Ils ont agi avec certains conseillers. Après, la question de savoir s'ils ont un rôle, comment dire, officiel dans les attaques du 7 octobre, ils le nient.
catégoriquement, mais pourtant certains cadres du Hamas vont remercier l'Iran pour son soutien militaire, son soutien financier. En tout cas, s'ils n'ont pas été les architectes du 7 octobre, ils ont automatiquement aidé à l'élaboration de ce plan par le biais des armes ou par le biais des finances. Les armes, il faut savoir qu'ils passaient par des tunnels de contrebande par l'Égypte ou par des bateaux un peu, des bateaux, ouais, pas bateaux pirates, mais des petits Zodiacs. Et Donc à la frontière entre Gaza et l'Égypte, donc ce qui permettait également de... Et même, je sais qu'il y a eu des conseillers iraniens qui, pour la confection de certains missiles à Gaza même. Donc aujourd'hui, l'Iran a une relation très bonne, entre guillemets, très correcte avec le Hamas, mais n'est pas prêt non plus à se risquer de se livrer dans une bataille contre Israël pour le Hamas. Le Hamas est, comment dire, n'est pas non plus une création iranienne, a son propre agenda, on l'a bien vu en Syrie, aujourd'hui ça sert les intérêts iraniens parce que ça lutte contre les intérêts israéliens, mais la volonté iranienne en jouant la carte du Hamas, c'était également de renverser un peu cet échiquier géopolitique avec ce tournant qui était de dire que aujourd'hui les pays arabes allaient quasiment tous normaliser leurs relations avec l'État hébreu. Avec cette attaque du 7 octobre, la volonté iranienne et notamment du Hamas était de recentraliser au cœur de l'actualité la cause palestinienne, de redonner un souffle à la cause palestinienne qui était totalement aux abonnés absents depuis une vingtaine d'années, depuis la dernière intifada, et de se dire que peut-être que ça allait insuffler un mouvement totalement opposé au mouvement de normalisation vis-à-vis de l'État hébreu. Ça s'est fait au niveau de la rue arabe, parce qu'on sait pertinemment que la rue arabe est pro-palestinienne et anti-israélienne, mais au niveau des dirigeants, il n'y a rien eu. L'Égypte ou la Jordanie, qui ont normalisé leurs relations depuis longtemps, n'ont pas renvoyé leur ambassadeur ou n'ont pas mis fin à leurs relations économiques ou énergétiques avec l'État hébreu. Donc, ils ont joué cette carte, mais aujourd'hui, je pense qu'ils se rendent compte que cette carte était quand même assez isolée et ils n'ont pas eu comment dire, ils n'ont pas atteint ce qu'ils auraient voulu atteindre par le biais de cette carte. Ils pensaient être plus soutenus? En tout cas, plus soutenu compte tenu des bombardements incessants sur la population palestinienne, des crimes de guerre qui ont été recensés, etc. Ils pensaient qu'il allait pouvoir avoir un tournant politique aux yeux des dirigeants arabes et pourquoi pas avoir un vent de changement en disant non, nous ne voulons pas du tout normaliser nos relations avec les États arabes, alors qu'on sait pertinemment qu'aujourd'hui, c'est mis entre parenthèses. L'Arabie saoudite était sur le point, avant le 7 octobre, de normaliser ses relations avec l'État hébreu. Aujourd'hui, c'est mis entre parenthèses, mais demain, une fois qu'il y aura le conflit qui aura pris fin, où Gaza sera totalement sous contrôle israélien, où Israël aura totalement annihilé les capacités militaires du Hamas, l'Arabie saoudite reviendra sur la pointe des pieds vers Israël pour normaliser ses relations, tout simplement. Donc l'Iran, aujourd'hui, a voulu former une forme de front étatique, mais sauf qu'aujourd'hui, ils ont formé un front non étatique avec cette myriade de milices. Alors là, on va rentrer un peu dans le complotisme. Allez, on va être à la maison avec une question que tu vas comprendre assez vite, parce que justement, tu montres que la réalité géopolitique sur le terrain est beaucoup plus, les rapports de force entre pays arabes sont beaucoup plus complexes, surtout quand ils sont pas arabes techniquement, que ça. Et justement, est-ce que l'Iran a sacrifié le Hezbollah? Parce qu'il y a des gens qui disent que il y a eu quand même, il y a des gens qui sous-entendraient que l'Iran ne serait pas totalement étranger à la mort du leader du Hezbollah. C'est là toute la question, et je pense que même... Certaines personnes disent ça. Est-ce que pour toi ça se tient? Est-ce que... ça se tient. En fait, je pense que ça peut se tenir en fonction des événements qui vont avoir lieu plus tard. À savoir si l'Iran aurait sacrifié le Hezbollah pour, par exemple, obtenir la levée des sanctions sur son économie, pour obtenir une réintégration sur l'échiquier
internationale et notamment occidentale pour permettre le commerce avec des sociétés européennes ou américaines. Va savoir, mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue de la rue chiite libanaise, d'un point de vue de la rue des partisans du Hezbollah, de la base du Hezbollah, il y a une forme de mécontentement, de déception de la part de l'Iran, en se disant l'Iran nous a abandonnés. Il y a eu cette salve de missiles qui a été tirée dans la nuit du 1er octobre. Ils ont envoyé 200 missiles, mais rien de plus. Aujourd'hui, on sait pertinemment que peut-être que l'Iran est mis aujourd'hui en porte-à-faux en disant vous ne pouvez pas aider le Hezbollah plus que ça, parce qu'aujourd'hui, il y a les bombardements en Syrie qui empêchent l'acheminement des armes, qui empêchent les livraisons, etc. Mais oui, aujourd'hui, on peut se demander si Hassan Nasrallah n'a pas été sacrifié sur l'autel de la réelle politique iranienne pour obtenir des gains importants du point de vue que ce soit israélien ou américain. Donc Il c'est n'y a cette pas, il y a question. pas eu de début, d'éléments, de preuves qui Bah, pourraient laisser sous-entendre une intervention de l'Iran bah, dans cette mort, quoi. il y a des gens qui disent qu'automatiquement il y a une faille dans les renseignements du Hezbollah en interne. Qui a donné ce renseignement? Qui a dit que Hassan Nasrallah se trouvait à cet endroit, à ce moment-là, à 20 mètres sous le sol, etc. Il y a des... Ah, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui sait où trouver le mec, quoi. Apparemment, selon certains... Il n'est pas sur LinkedIn. non, il n'est pas sur LinkedIn et il ne donne pas sa géolocalisation comme ça. Apparemment, selon les renseignements israéliens, c'est un espion israélien qui aurait intégré le Hezbollah et qui aurait touché la main de Hassan Nasrallah en lui serrant la main et qui lui aurait donné une empreinte. À travers ce serrage de main, il y aurait une empreinte sur sa main, indélébile, etc., qui aurait été totalement effacée, invisible, et qui aurait permis aux services israéliens de localiser Hassan Nasrallah. À savoir si cet espion est iranien ou pas, on sait pertinemment qu'il y a des failles même au sein même de l'Iran pour des espions israéliens qui peuvent facilement rentrer, parce que c'est pas aussi opaque que la société israélienne. L'Iran, c'est 90 millions d'habitants. C'est un maillage ethnique avec plusieurs ethnies. Ce ne sont pas que des Perses. Il y a des Arabes, des Azéris, des Baloutches, qui font que finalement, il y a même des oppositions en interne où peut-être que le Hezbollah était oui, un allié trop encombrant pour l'Iran. C'était devenu, oui, va savoir. Après, c'est pour ça que je préfère attendre, dans le sens où peut-être que l'avenir va nous le dire par rapport à l'arrivée du prochain président américain ou autre, par rapport à sa politique vis-à-vis de l'Iran. Mais ce qui est sûr, c'est que le président iranien a montré des éléments, en tout cas d'ouverture vis-à-vis de l'Occident, ce qui n'était pas le cas, par exemple, d'Hassan Rouhani, l'ancien président. C'était plutôt une volonté... Non, d'Ibrahim Raisi, pardon, excuse-moi, je me perdais dans les présidents iraniens. Donc non, c'était peut-être une volonté de montrer qu'ils étaient dans une volonté d'ouverture, en tout cas du président. Son dernier discours à l'ONU, il disait nous voulons une conversation, des négociations constructives avec l'Occident. Nous ne sommes pas fermés à l'Occident. Nous ne sommes plus dans cette volonté ni Occident, ni Ouest, ni Est. Okay. Donc, va savoir si ça fait partie des négociations, à savoir l'abandon du Hezbollah. Donc, oui, je pense que ce genre de choses n'existe pas. Mais non, mais on n'en sait rien. Voilà, je voulais quand même poser cette question parce que c'était. Mais en tout cas, c'est une question qui est, légitime, quoi. C'est pas légitime, mais même qui est au cœur des débats au Liban. Ah ouais, ok. Oui. À la base, c'est pas débunké par Rodi Reichstadt, c'est un truc que les gens se posent vraiment comme question. Ah oui, la question se pose en disant mais où est l'Iran? Le Hezbollah subit coup de boutoir sur coup de boutoir, ses capacités militaires sont réduites un peu. Est-ce que l'Iran va laisser faire ça? Donc la question est légitime. Donc ce n'est pas juste du complotisme, mais c'est vraiment une question d'ordre géopolitique en se disant est-ce que cette alliance tient toujours et aussi ferme qu'elle prétend l'être. Je parlais tout à l'heure du fait que l'Iran avait un peu voulu recentrer
enfin, recentrer les pays arabes sur une ligne plutôt anti-israélienne, là où certains se rapprochaient. Mais pour justifier justement ce front commun, l'Iran, ils ont un lexique qui parle d'axe de la résistance. Ouais. Moi, dans ma tête, ça fait un peu axe du mal, de bouge. Donc, quand l'Iran parle de l'axe de la résistance sur la scène géopolitique, il parle de quoi? À quoi ils font référence? Bah, l'axe de la résistance, c'est vraiment cette myriade de milices Mmh. plus ou moins affiliées à Téhéran. Je m'explique dans le sens où, au lendemain de l'avènement de la République islamique iranienne en 1979, l'Iran était isolé, marginalisé. Comme je l'ai dit, ils ont voulu avoir ce tampon palestinien en se disant, par exemple, la première chose qu'ils ont faite, l'Iran, c'était de changer l'ambassade israélienne pour mettre l'ambassade palestinienne. Donc il y a eu donc cessation des relations entre Israël et l'Iran, alors que sous l'époque du Shah, il y avait des très bonnes relations entre Israël et l'Iran. L'ayatollah a décidé de tout simplement faire un virage à 180 degrés. À la place des Israéliens, c'était Yasser Arafat qui était invité. De plus, l'Iran était isolé d'un point de vue démographique parce que c'était entouré de pays sunnites arabes et ils se sont dit bah maintenant on va se baser sur une politique un peu pan-chiite, à savoir se baser sur les communautés, les minorités chiites aux quatre coins du Moyen-Orient. Parce qu'il y a des chiites au Liban, en Syrie, en Irak, au Yémen, au Bahreïn et en Arabie Saoudite. Donc ils se sont basés sur cette communauté-là pour finalement insuffler ce discours révolutionnaire pour essayer de créer, ou s'ils n'ont pas créé, d'aider à la maturité politique et militaire de ces mouvements. La première création, je l'ai expliqué, je ne reviendrai pas dessus, mais par rapport au Hezbollah en 1982, ils ont aidé à la maturité politique et militaire de ce mouvement-là, et ils ont également su s'immiscer au Yémen par rapport au mouvement des Houthis, qui est un mouvement zaïdite, donc qui n'est pas non plus totalement aligné sur la politique iranienne. Mais ils ont profité de cette minorité yéménite qui avait perdu le pouvoir pour se dire bah, on peut vous aider militairement, politiquement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui les Houthis disposent d'une myriade de drones, de missiles. Ils agissent notamment avec le feu vert iranien contre les cargos, les navires commerçants qui passent par la mer Rouge et qui sont pas loin du détroit de Bab el-Mandeb. Ils ont été formés dans les années 2000 donc aux drones et aux missiles en Érythrée par des bases dans des entrepôts, excuse-moi, par des cadres du Hezbollah et des cadres iraniens. Donc c'était vraiment la volonté iranienne de former une sorte de tentacule un peu au Moyen-Orient avec des milices qui sont plus ou moins affiliées, qui répondent un peu aux sirènes iraniennes en ce qui concerne leur politique étrangère, donc à savoir lutter contre les intérêts israéliens et lutter contre les intérêts américains dans la région. Il y a également les milices irakiennes, ça a été vraiment pour le coup un cadeau de la part des Américains parce que suite à l'intervention en 2003 pour chasser Saddam Hussein du pouvoir, Saddam Hussein qui était sunnite, une minorité sunnite. Il faut savoir que l'Irak, en termes de démographie, il y a une majorité de chiites, et finalement, c'est les chiites qui ont pris le pouvoir, plus ou moins, qui se sont imposés sur l'échiquier politique, malgré de nombreuses guerres fratricides entre sunnites et chiites, etc. L'Iran a réussi à s'immiscer en Irak, au lendemain de la guerre, de l'interventionnisme américain en Irak en 2003. Ils ont réussi à s'imposer par le biais d'une multitude de milices qu'on appelle les Hachad el-Sha'bi, donc mouvements de mobilisation populaire, ça regroupe une vingtaine de milices qui sont plus ou moins armées, qui aujourd'hui font partie parfois intégrante de l'armée irakienne parce que ça répond aux sirènes de Téhéran. Donc aujourd'hui, l'Iran, par le biais de cet axe de la résistance qui comprend aussi bien les mouvements palestiniens du Hamas et du djihad islamique. Donc souvent on parle à Gaza du Hamas, mais il y a également le djihad islamique qui est très important, très populaire aussi, qui dispose de cellules en Cisjordanie aussi bien que le Hamas. Et eux, ils sont pour le coup plus affiliés à l'Iran que le Hamas. Ils ont décidé d'être vraiment sur
oui, sur un alignement complet, total, de l'agenda politique, iranien d'un point de vue extérieur. Donc l'Iran, donc aux 4 coins du Moyen-Orient, que ça soit au Liban avec le Hezbollah, en Irak avec cette myriade de milices sous le nom de Hachd el-Sha'bi, au Yémen avec les Houthis, à Gaza avec le djihad islamique et le Hamas, et également en Syrie, parce qu'ils ont profité du conflit syrien pour envoyer certaines milices. Il y a des milices afghanes, des milices pakistanaises qui répondent aux sirènes de Téhéran, parce que ce sont des minorités chiites dans ces pays-là. L'Iran a réussi finalement à avoir... tout simplement à développer une myriade de milices armées, très bien armées, professionnalisées, parce qu'il y a toujours des conseillers iraniens qui viennent pour professionnaliser sur le théâtre, sur les différents théâtres d'opération. Et aujourd'hui, ils disposent d'un réel, c'est vraiment un levier d'influence et un levier aussi pour des négociations à terme en disant, par exemple, si vous voulez qu'on arrête de stopper, par exemple, ça pourrait être vraiment une carte à jouer dans des négociations, parce que l'Iran impose, entre guillemets, pas à 100%, pas totalement, mais on va dire des politiques étrangères. Pourquoi les Houthis répondent, envoient des roquettes et des missiles? C'est parce que l'Iran a également demandé. Pourquoi les milices irakiennes envoient des missiles et des drones sur Tel Aviv ou Haïfa ou sur le port d'Elat? C'est parce que l'Iran l'a demandé. C'est une manière de... on se mouille pas trop, parce que c'est pas nous directement, c'est nous indirectement. Mais d'ailleurs, je t'avais posé la question en première partie de cette émission concernant le rapport de force militaire entre le Liban, et donc le Hezbollah et Israël. Et là, le rapport de force militaire entre l'Iran et Israël. Parce que, bon, ok, Israël est en guerre, le Liban est en guerre, mais ça a quand même, si ça part en couille, et dans le chat, ça a l'air de beaucoup sous-entendre que ça pourrait se barrer en couille, mais bon, je crois que c'est une communauté peu optimiste, et je les comprends. Je veux dire, là, on serait face à une guerre d'une toute autre ampleur que ce qui se passe, ou qui pourrait même se passer au max entre le Hezbollah et Israël. On comprend que, ok, Israël, ils ont envie de faire la castagne, mais est-ce qu'ils sont prêts à faire la castagne avec l'Iran? Et est-ce que cette castagne serait possible? Les deux pays n'ont aucun intérêt, c'est pour ça qu'ils l'évitent. On voit par exemple la riposte israélienne dernièrement, là, le 26 octobre, c'est une riposte totalement mesurée. Il n'y a pas eu beaucoup de morts, ils ont ciblé quelques sites militaires, et encore l'Iran dément les informations israéliennes comme quoi il y a eu peu de dégâts. Donc finalement, on le voit d'un côté comme de l'autre. C'est plus chirurgical que quand ça frappe la bande de Gaza. Ah bah oui. Voilà. C'est là qu'ils marquent les lasers. Les Israéliens savent très bien faire. Hein. Ils savent très bien faire pour éliminer un cadre. Un mec dans un immeuble, t'es pas obligé de détruire un arrondissement. Oui, non, c'est clair. Il y a qu'à voir quand ils ont éliminé Ismaël Haniyeh dans sa résidence privée à Téhéran. C'est une frappe ciblée. Donc, ils savent le faire quand il faut le faire. Donc, c'est pour ça sur l'Iran, ils y vont quand même plus modérément. Oui, ils y vont plus modérément parce qu'ils savent très bien que s'ils attaquent l'Iran, il y aura un branle-bas de combat au niveau de toutes ces milices qui se mettront aux ordres de Téhéran et qui lanceront peut-être une multitude de salves de roquettes. Et l'Iran, c'est pertinemment qu'il faut qu'il mesure sa réponse vis-à-vis d'Israël, parce qu'il y a les États-Unis derrière, tout simplement. Et juste petite précision, c'est que aussi derrière l'Iran, il y a la Chine. Et la Chine, elle, ce qu'elle veut, c'est du commerce. C'est la pacification, c'est une stabilité du Moyen-Orient, parce que elle, ce qu'elle veut, c'est vendre ses marchandises en Europe par le biais des routes de la soie, par le biais des communications maritimes, etc. Donc la Chine a tout intérêt aussi à appeler l'Iran à la retenue en disant ok, vous êtes en conflit face à Israël, c'est bien, vous bombez le torse, mais ne provoquez pas non plus un chaos total, parce que c'est nous qui allons en pâtir. Dans le discours, les Chinois sont pro-palestiniens, sont pro-libanais, etc., parce qu'il y a cette logique un peu décoloniale, entre guillemets, et de lutter contre l'influence américaine dans la région. Mais après, en sous-main, les Chinois ont aussi des liens économiques avec Israël. Donc, oui, parce que quand l'Iran parle d'axe de la résistance, pour revenir à ça, genre ça englobe aussi des pays comme la Chine, l'Amérique du Sud, ça englobe non, américain. Non, ça englobe pas nécessairement la Chine, parce que ils sont pas dans une logique, on va dire, belliqueuse contre les États-Unis, mais ça peut englober, par exemple, des limites à l'intersectionnalité, pardon. Ça peut englober, par exemple, Maduro.
au Venezuela qui fait partie de cet axe qui est sanctionné par les Américains, on sait très bien que Maduro est influencé par une diaspora syro-libanaise qui est du nombre de quasi 2 millions de Syro-Libanais au Venezuela qui influence, on va dire, un parti pris vis-à-vis du Hezbollah, vis-à-vis de la Syrie, vis-à-vis de l'Iran. Et de tout temps, que ce soit Chavez ou Maduro, ils ont eu cette logique, on va dire, de soutenir l'Iran dans ses combats. Alors, je sais pas, on va voir si je vais arriver à te relire. Hein. Ça, ce sera la surprise. Hein. De gauche à droite ou si je sais pas comment... Ah, d'accord. En arabe. Alors, la première question. Alors, tu as viré, ok, d'accord. Vas-y, tu peux le dire. Alors, est-ce que l'Arabie Saoudite peut soutenir dans un avenir proche Israël contre l'Iran? Il faut savoir que l'Arabie Saoudite, donc est un peu aujourd'hui, c'est un peu le funambule. Ils ont renormalisé leurs relations avec l'Iran depuis 2023, grâce à la tutelle chinoise, grâce à l'envie de Pékin de finalement stabiliser la région. Sauf que l'Arabie Saoudite est aussi dans une volonté de contrer l'influence iranienne. Donc c'est pas aujourd'hui, ils veulent. On sait que, par exemple, lorsque Israël a mené des frappes contre l'Iran, lorsque l'Iran a mené des frappes contre Israël en avril dernier, l'Arabie Saoudite a fourni des renseignements à Israël et aux Américains pour pouvoir intercepter des missiles. Il faut savoir que, par exemple, lorsque les États-Unis ont frappé le Yémen et les Houthis, l'Arabie Saoudite, ça sert leurs intérêts parce qu'ils étaient en guerre contre les Houthis depuis 2015. Donc je sais que l'Iran aujourd'hui mène beaucoup de négociations avec l'Arabie Saoudite pour qu'il reste neutre dans ce conflit. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite a aucun intérêt à prendre parti parce qu'ils savent pertinemment que s'ils prennent parti, l'Iran va lever ce levier en fait de nuisance, de dissuasion, à savoir dire par exemple aux Houthis ou aux milices irakiennes cibler les sites pétroliers d'Arabie Saoudite. C'est ce qui a été dit et c'est pour ça que l'Arabie Saoudite aujourd'hui essaye d'être discret dans ce conflit-là et d'être relativement neutre, même si ça sert leurs intérêts en sous-main, qu'il y ait un affaiblissement de l'influence iranienne au Moyen-Orient. Trump peut-il interrompre le conflit? C'est là toute la question de savoir. Je sais que Trump, il va beaucoup de ses propos en disant, par exemple, par rapport à l'Ukraine, il avait dit en 24 heures, j'arrête le conflit, j'amène Zelensky et Poutine à la table des négociations et il y a la fin du conflit. Non, je pense qu'il y aurait une fin du conflit probable, mais dans le sens où il y aurait un durcissement du conflit. Genre, je pense qu'il y aurait une sorte de carte blanche donnée à Netanyahou en disant il y a un blanc-seing pour dire tout simplement allez-y, terminez le boulot en une semaine. Un possible retour des phalanges aux côtés des soldats israéliens face au Hezbollah? Ça c'était je voulais en parler en plus. Alors, il faut que tu précises ce que c'est que les phalanges. Du coup, sur celle-là, on va peut-être passer un peu de temps. N'hésite pas. Ouais, je vais faire une petite digression par rapport aux phalanges chrétiennes. Donc, c'était une milice chrétienne dans les années 70 qui était contre, donc anti-palestinienne et pro-israélienne. On sait qu'ils ont été financés en partie et armés par Israël, qui soutenait ses intérêts, notamment en 1982 lors du début de l'opération israélienne Paix en Galilée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une minorité. Je me suis entretenu quand j'étais au Liban dernièrement. Je me suis entretenu avec une partie de ces phalanges, notamment qui sont un peu nostalgiques de cette époque où ils avaient
où ils étaient miliciens, où ils étaient un peu des anciens seigneurs de guerre, et ils m'ont dit texto, nous sommes prêts à prendre les armes contre le Hezbollah, parce qu'aujourd'hui le Hezbollah est un véritable cancer au Liban, et s'il faut qu'on termine le boulot, nous sommes prêts à prendre les armes. Sauf qu'il ne faut pas non plus que généraliser ce propos, c'est une minorité de minorité de minorité. C'est un faible pourcentage des anciens nostalgiques qui ont la soixantaine, qui ont tout perdu à cause de la crise économique, et qui se disent nous n'avons rien à perdre. Donc oui, il y a une partie des Libanais qui pourraient être prêts à prendre les armes, mais c'est totalement une minorité. Il faut savoir qu'ils ont rendu les armes en 1989. Ils restent armés parce que le Liban, il y a eu un trafic d'armes. En plus, avec la guerre en Syrie, ça a été nettement plus développé. Il faut savoir que chaque famille libanaise est armée, mais de là à dire est-ce qu'ils vont former un front contre le Hezbollah en interne, à voir. Mais on sait pertinemment que la guerre civile est un peu dans toutes les têtes. Il y a les stigmates qui reviennent, il y a les pensées. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, il y a une forme de retenue. Mais demain, si il y a cette logique de quartier qui peut réapparaître, surtout qu'il y a une crise économique sans précédent au Liban, qui peut tout simplement pousser des milices un peu erratiques, clandestines, à refaire leur apparition sur l'échiquier libanais. Bibi a-t-il été mis au courant par les services égyptiens pour le 7 octobre? Bah, apparemment, il Et était. merci pour cette question complotiste qui fera donc sauter le live. Non, c'est en aucun cas complotiste, parce qu'il y a même des dires, des renseignements israéliens qui disent qu'on était au courant depuis plus d'un an, qu'il y avait des documents qui circulaient, que le Hamas prévoyait une opération, mais finalement, soit ça n'a pas du tout été pris au sérieux, ou soit tout simplement ils se sont dit ça n'arrivera pas, donc on s'en fout, on s'en moque. Le Hamas était dans une logique il y a 2-3 ans, dans une logique plus de normalisation. Donc peut-être qu'ils se sont dit c'est des éléments radicaux du Hamas et pas le Hamas en tant que tel. Donc oui, on sait pertinemment que c'est pour ça que Netanyahou se nourrit de la guerre, pour ne pas rendre des comptes actuellement, parce qu'il sait pertinemment qu'il devra rendre des comptes, parce que le 7 octobre, c'est une énorme faille, un énorme problème dans les renseignements israéliens, alors que les renseignements israéliens sont considérés comme parmi les meilleurs au monde. Ils arrivent à cibler n'importe qui aux quatre coins du Moyen-Orient, mais ils n'arrivent pas à avoir 1500 scooters, mecs du Hamas en scooter chinois avec leur kalash en bandoulière, tu vois. Donc c'est là cette grosse faille, et ça reste une interrogation. Et peut-être que, je pense, à mon sens, et c'est certains mecs du Mossad, quand ils seront à la retraite, certainement il y aura des livres qui seront sortis, il y aura des propos qui seront sortis, mais pas maintenant. Aujourd'hui, c'est trop tôt, parce qu'aujourd'hui, il y a un consensus. On a enregistré une émission qui sera diffusée après cet entretien où il y avait Pierre Conessa qui était là, et lui il dit bon bah c'est l'effet de surprise aussi, c'est l'effet 1940. Hein, Oui, ça peut être certainement. En c'est plus, probablement une faille généralisée. Hein. On n'est pas en train de voilà, non mais je dis ça pour les algos et les machins. Après chacun. oui, totalement. Et surtout que il y avait la fête religieuse à ce moment-là. Le gros des troupes israéliennes étaient focalisées sur la Cisjordanie, parce que en Cisjordanie, il y avait vraiment, tous les signaux étaient au vert pour une troisième intifada. Donc il y avait des raids quotidiens de l'armée israélienne. Donc non, il y a des éléments tangibles qui prouvent qu'Israël a délaissé un peu le front de Gaza, mais je pense qu'on en sera plus dans les prochaines années. Ouais, je pense qu'il y a un humoriste à une époque qui aurait fait un sketch sur ça. Ce serait un sketch horrible, mais tu sais, le mec au poste frontière israélien qui voit des mecs débouler en quad et qui comprend pas dans 20 minutes ce qui est en train de se passer. Ça pourrait être drôle, parce qu'il est complètement teubé. Je pense que ça pourrait être marrant. Mais bon, il y a plein de trucs qui viennent. Vas-y, alors, question suivante. Y a-t-il vraiment une influence sioniste dans le gouvernement iranien? Dans le gouvernement iranien, Mais tu as pris les questions de tous les cassos du qui s'est passé. Tu as pris les pires questions. Hein. et moi, je suis au début de ma carrière. Me faites pas guiller à 31 ans, là. Tu sais que je te paye avec la monétisation des vidéos. Hein. Tu viens de faire un Kirill. Hein. Non, il faut savoir que je dirais que c'est plus les Iraniens de l'extérieur. En Iran même, il y a une sorte de chape de plomb quand même par rapport au discours dominant iranien, à savoir la lutte contre l'entité sioniste, entre guillemets, contre le petit, le grand Satan. Mais en Iran, il y a des espions israéliens c'est pour ça qu'ils arrivent finalement à cibler si facilement certains scientifiques, si facilement Esmaël Haniyeh, etc. Mais c'est surtout la diaspora iranienne qui est plutôt partisan du Shah iranien, à savoir d'une alliance avec l'État hébreu. Et on le voit, c'est pour ça que la diaspora iranienne, notamment
aux États-Unis, à pignon sur rue dans les médias pour parler au nom de l'Iran, alors qu'ils représentent juste une minorité, une diaspora. Et même on le voit en France, il y a des voix iraniennes qui sont écoutées sur les plateaux télé, mais qui ne représentent pas l'Iran en tant que tel, mais qui représentent l'Iran un peu nostalgique de l'époque du Shah. La rue libanaise n'est-elle pas en colère contre le Hezbollah pour le stockage dans le port de Beyrouth, si le Hezbollah est responsable? Ah bah ça, c'est une question franchement, alimente beaucoup de débats. Et aujourd'hui, l'explosion du port de Beyrouth, tous les yeux sont rivés sur le Hezbollah. Parce que c'est Ah un peu ouais? c'est un peu un secret de polichinelle, parce que le Hezbollah contrôle officieusement le port et l'aéroport. Et ils auraient stocké du nitrate d'ammonium depuis 2013 en vue d'une utilisation pour aider Bachar al-Assad. Sauf que là où c'est également la rue libanaise pointe du doigt également la responsabilité israélienne dans l'explosion du port de Beyrouth. Je m'explique dans le sens où juste avant l'explosion du port de Beyrouth, où il y a une double explosion, il y a eu les Libanais, tous ceux qui habitent dans la région de Beyrouth ou dans Beyrouth même. Moi, j'ai beaucoup de proches, ma famille m'ont dit qu'ils avaient entendu des vrombrissements d'un avion. Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas d'aviation au Liban. Donc, ça pourrait être aussi plausible, que Israël ait bombardé un stock d'armes du Hezbollah dans un hangar sans savoir qu'il y avait le nitrate d'ammonium à côté. Parce que si on revoit un peu les vidéos de l'explosion du port de Beyrouth, on sait on entend à un moment beaucoup de déflagration dans un hangar, comme un feu d'artifice, comme si c'était plein d'armes qui sautaient et qui amènent la deuxième explosion. Donc aujourd'hui, on n'en sait rien. Je sais que le gouvernement libanais avait demandé, par exemple, des images satellites aux Américains. Les Américains avaient répondu tout bonnement, nos satellites n'étaient pas dirigés vers cette région. Bon, C'est fou, c'est ballot. 160 degrés là. Hein. Mais oui, et ce qui est sûr, c'est que le Hezbollah a tout fait pour mettre à mal l'enquête sur l'explosion du port de Beyrouth, a fait en sorte de faire taire le juge Karim Bitar, qui était en charge pour auditionner tous les ministres, pour dire oui, comment ça se fait que vous saviez pour le stockage du nitrate d'ammonium, mais vous aviez rien fait. Donc, il y a eu des pressions qui ont été faites de la part du Hezbollah, donc, ce qui prouve que le Hezbollah n'est pas tout blanc dans cette affaire, mais tout comme bon nombre de dirigeants libanais qui étaient au courant et qui n'ont rien dit, qui ont laissé faire depuis 2013. Où ce navire a été stocké depuis 2013 dans les eaux de port de Beyrouth. Israël est-il le stabilisateur dans la région pour éviter un conflit entre sunnites et chiites? Pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui, s'il y a bien une cause fédératrice dans la région, c'est la lutte contre Israël. Et c'est la cause palestinienne. On le voit bien au sein même des populations arabes. Je dis bien population, hein, je ne parle pas de dirigeants. Hein. Oui, c'est pas ça, parce que tout à l'heure, tu disais bien qu'il n'y avait pas eu de soutien des dirigeants comme espéré. Oui. Mais par exemple, au sein même de la population saoudienne, il y a eu un dernier sondage qui a été réalisé il y a quelques mois qui montrait que 96% de la population saoudienne refusait une normalisation avec l'État hébreu, était contre l'État hébreu. Donc, ce qui prouve bien que au sein même de la rue arabe, alors que l'Arabie saoudite est quand même lointain en termes géographiques vis-à-vis d'Israël, alors si on parle de la Jordanie, des Jordaniens ou des Égyptiens, ou des Syriens, ou des Irakiens, ou des Libanais, c'est majoritairement contre Israël. Donc c'est pour ça où il y a cette cause palestinienne qui reste ultra présente, qui reste ultra centrale au sein de la rue arabe. Mais comme il y a vraiment autant la stratégie de retourner l'opinion publique des différents pays arabes contre Israël, qui a été un peu le jeu de l'Iran en misant sur le Hamas, autant les gouvernants ne suivent pas, autant la population est vraiment déconnectée. La population de ces pays-là est déconnectée de la ligne politique de leur élite vis-à-vis d'Israël. Ah mais totalement, mais c'est pour ça que même il y a parfois un plafond de verre où en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, on ne peut pas parler d'Israël parce qu'on sait pertinemment que c'est un sujet qui est beaucoup trop touchy dans ces pays et parce que ça voudrait dire qu'ils voudraient montrer aussi que beaucoup de Saoudiens sont contre l'État hébreu, sauf que les dirigeants veulent montrer au contraire
Non, nous ne sommes pas forcément contre, mais nous voulons une solution à 2 États. Nous voulons le respect des droits des Palestiniens, point barre. Ok. Alors qu'on sait pertinemment qu'au sein même des populations, il y a le Hamas est populaire, le Hezbollah va être populaire parce qu'ils vont lutter contre Israël. Ok. Bah, merci d'être venu nous faire cet éclairage en Ah, deux merci, parties. merci pour votre invitation, c'était cool. Est-ce que tu as une petite promo, des liens à donner, une actualité, quelque chose dont tu voudrais parler? On sait qu'on peut te retrouver sur I24 toutes les semaines pour ta chronique Pourquoi les Arabes nous emmerdent. Et donc, Non, si vous pouvez me faire un peu de pub par rapport à parce que je suis reporter et je publie quelques photos sur mon Instagram. Donc, si vous pouvez le donner, c'est aoun-isk, où je mets en fait des photos de mes pays, des reportages que je fais, des paysages quand je vais en Syrie, au Liban, en Turquie, en Égypte, etc. Là, dernièrement, je suis allé en Ouzbékistan, à la frontière afghane. Donc, non, on va dire, pourquoi pas gagner en visibilité là-dessus. Ouais. Et en promo, ça sera, bon, je pense que ça sera, peut-être que vous me réinviterez pour en parler, mais je suis sur l'écriture d'un prochain ouvrage, d'un premier ouvrage, pourquoi pas sortir en début 2025. Donc c'est un peu dans les petits papiers. Sur le sujet, je suppose, et les sujets qu'on Le aborde. sujet sur toute l'influence, on va dire, iranienne dans la zone, avec cette création des différentes milices, des mouvements non étatiques, mais également cette influence iranienne a remonté même au premier temps de l'islam, l'influence perse, notamment au Moyen-Orient. Donc non, ça sera un sujet à la fois historique et géopolitique. Ok. Et je pense qu'on a fait le tour. On va te laisser parce que tu es à la bourre et tu nous as déjà donné 19 minutes de rab. Mais c'était un plaisir. C'était un plaisir en tout cas. Et à très vite, du coup. À très vite. Merci beaucoup. Vous avez le lien de l'Insta qui est en dessous. Enfin, là, je dis ça pour les gens qui regardent le replay. Ouais, merci beaucoup. Ciao. Ciao.